Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous serons en compagnie de Sylvie Nash, qui a écrit un livre, Ces armes qui nous ont tués, aux éditions Quintessence. Nous allons parler de réincarnation et plus exactement de blessures, de problèmes qui proviendraient de vies passées. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Sylvie Nash, bonjour et merci d'être avec nous. Eh bien, c'est moi qui vous remercie de m'appeler. Alors, vous avez été professeur de français, vous avez écrit un livre, Ces armes qui nous ont tués aux éditions Quintessence. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire cet ouvrage et comment en êtes-vous arrivé à écrire justement ce livre sur la réincarnation, mais sur les blessures des vies passées finalement? Oui, alors c'est une assez longue histoire parce que, en fait, depuis que je suis née et très jeune, à peu près, je devais avoir une dizaine d'années. Je disais déjà à mes parents que la mort n'existait pas et qu'on revenait. Bon, mes parents n'étaient pas du tout dans cette croyance-là, on va dire. Et moi, oui. Et à 9 ans, j'ai eu une première expérience difficile au niveau physique. Ma mère m'a emmenée chez le coiffeur. J'avais 9 ans, probablement pour me faire couper les cheveux, je me souviens plus trop. Et quand on m'a mis la tête sur le lave-tête pour le shampoing, le lendemain, eh bien, j'avais des migraines, j'avais un problème au niveau du cou et mes cervicales étaient déplacées. Alors dans ces années-là, c'était dans les années 50, il n'y avait pas encore d'ostéo, mais il y avait des rebouteux. Donc mon père, étant professeur de judo, il m'a emmené voir son ami rebouteux et en effet, j'avais les 3 cervicales, les premières, qui s'étaient déplacées. Et par la suite, chaque fois que j'allais chez le coiffeur, ça recommençait. En fait, mes cervicales ne tenaient pas. Alors ça a duré un certain nombre d'années, jusqu'à ce que vers 25 ans, j'en ai assez. D'ailleurs, je disais à mes parents, je suis sûre qu'on m'a coupé le cou. Voilà, c'était un petit peu mon discours. Et puis, j'ai eu par la suite d'autres expériences, mais chaque fois, j'avais des crises et ça me donnait des migraines, des vomissements. Enfin, c'était assez terrible. Et je dois dire que ça a duré presque une 50aine d'années. Donc, vers 18 ans, je voulais faire de la méditation. Je ne trouvais pas où aller. Ça a duré quelques années. Je ne savais pas exactement ce que je voulais. Jusqu'à ce que je découvre à 44 ans une personne dont d'ailleurs je parle dans le livre, qui m'a fait venir dans un groupe de méditation où elle m'a appris les mantras de son, puisque bon, en fait j'étais aussi pianiste depuis toute jeune, donc j'étais dans la musique. Et à partir de là, ma vie a basculé parce que toutes les semaines, chaque fois que je faisais de la méditation, mon cou, en fait, on va dire, sautait, voilà, les vertèbres se déplaçaient. Donc, je continuais d'aller voir un ostéo ou un kiné, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je commence à visualiser mes mémoires. Ça veut dire que j'ai des images pendant mes méditations de mémoire au niveau du cou. Et puis, voilà, en fait, ça a commencé comme ça. Et quand j'ai quitté le groupe au bout de 6-7 ans, alors bon, j'essaie de résumer, et que j'ai commencé moi-même à enseigner la méditation, eh bien là, j'ai encore eu des visions où on me montrait mes décapitations, mes pendaisons, enfin tout ce que j'ai pu avoir au niveau du cou. Et je me suis rendu compte que j'avais un peu plus une centaine de mémoires. Et c'est une fois que tout est sorti et que j'ai commencé à entendre, mais ça c'est grâce à la méditation, j'entendais ce que j'avais, et j'avais des visions. Et que là, les choses ont tourné parce que l'école m'a remercié, comme on dit, on m'a licencié. Et au cours d'une méditation, j'ai entendu, puisque je suis clairaudiente, puisque je suis musicienne, que maintenant je pouvais m'occuper des autres et que je verrais les mémoires et que je pourrais faire en sorte de les faire dissoudre. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Donc j'ai commencé par me le faire sur moi. Et puis ça a très bien fonctionné parce que, bon, ça fait quand même maintenant plus d'une dizaine d'années que je n'ai plus de problème et que je me suis rendu compte que toutes les personnes qui avaient
les mêmes symptômes que moi, c'était les mêmes causes en fait. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors tout ça, moi j'ai commencé à travailler puisque j'enseignais la méditation. Mes élèves me demandaient de regarder telle ou telle chose. Ça pouvait être des peurs, ça pouvait être n'importe quoi, des choses de mal-être, on va dire, de souffrance. Et puis un beau jour, j'ai un de mes amis qui était d'ailleurs qui avait été dans le même groupe de méditation que moi, qui est venu et là j'entends de lui retirer le glaive. Alors évidemment, j'ai eu un gloops, un glaive. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'ai une vision de deux chevaliers qui se battent en fait en duel avec des glaives. Et il y en a un qui reçoit le glaive du côté de la vésicule. Et en fait, c'était là où il avait mal. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc, mes guides, je me suis laissée guider, on va dire, par ma clairaudience. Et puis, j'ai, comme ils disent, déprogrammé cette mémoire. Et 15 jours après, il m'a rappelé pour me dire qu'il avait plus mal et que tout allait bien. D'ailleurs, c'est un ostéo même qui lui avait dit qu'il avait des énergies pas très belles de ce côté-là. Voilà. Comment on peut visualiser ces mémoires? Eh bien, écoutez, ça, c'est le grand mystère. Vous savez, c'est un petit peu comme un rêve éveillé. J'ai des images qui m'arrivent dans la tête. Alors bon, vous savez, quand on rêve d'une plage avec des palmiers, etc., on a des visualisations un petit peu. C'est un petit peu la même chose. Moi, j'ai d'un seul coup un flash où on va me montrer, si vous voulez, la cause du problème pour lequel la personne vient me voir. Alors, c'est vrai que il y a 20 ans, quand j'ai commencé, c'était évidemment, j'avais pas trop de monde, mais au cours de toutes ces années, évidemment, le bouche à oreille a fonctionné. Et comme, j'avais plus de cours à l'école, je me suis dit, je vais me recycler, voilà, j'ai un nouveau travail. C'est comme ça que les choses se sont faites, parce qu'après le glaive, retire-lui les flèches, et retire-lui les balles, et retire ceci, et retire cela. Voilà. Et du coup, je me suis spécialisée dans les armes, tout en continuant d'ailleurs de faire les autres mémoires. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand je fais des conférences, que s'il n'y avait pas ces causes, et si ça n'était pas ça, je ne vois pas comment on pourrait retirer tout ça, parce que pour moi, ce sont des preuves de la réincarnation. Est-ce qu'on a conscience que ce sont des visions de vie antérieure? Est-ce qu'on en a conscience? Écoutez, en ce qui me concerne, oui, parce que j'ai vu de telles horreurs. Je sais que quand même maintenant on fait plus ce genre de choses. Bon, en général, il peut encore y avoir malheureusement dans certains pays des tortures, mais quand j'ai le flash, j'ai aussi le costume. Et à l'époque, c'est ce que je décris dans le bouquin, parce que dans le livre, je raconte surtout les choses qui se sont passées, on va dire les 10 premières années. Après ça, j'avais tellement de visions d'horreur que je me suis demandé si c'était vraiment nécessaire de les voir pour retirer tout ça, et je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire. Il suffisait, avec l'expérience, qu'on me dise, voilà, j'ai tel ou tel problème à tel endroit, etc. Et du coup, je sais tout de suite ce que c'est. Concrètement, quelle technique employez-vous pour enlever les douleurs dues à des blessures occasionnées par des armes de vie passée? Eh bien, écoutez, en fait, j'ai pas vraiment de technique. Ça, c'est évidemment une question qu'on me pose très souvent. Même certains thérapeutes qui me téléphonent en me disant que eux, ils voient les armes et qu'ils savent pas quoi faire avec, parce que je suis pas la seule, hein. Sauf que moi, je les vois pas. C'est ça le paradoxe. Je ne les vois pas, mais je sais qu'elles sont là. Je ne sais pas. Je pense que c'est tout le travail que j'ai fait sur moi de méditation, de dépollution, de travail, de développement personnel. Ça fait quand même 30 ans maintenant que j'ai commencé ce travail, et je pense que cette possibilité, ce travail a fait que quand on me dit qu'il y a, moi je sais pas, ce matin j'avais quelqu'un qui avait vraiment de gros problèmes dans le bas du dos. Elle avait d'ailleurs des hernies discales. Elle avait, je sais pas, 7 ou 8 flèches. Moi, je dis simplement à la personne qu'elle pense qu'elle enlève ses flèches, qu'elle les dissout. Et puis, moi, j'approche la main pour toucher la personne et ça se dissout tout seul. C'est la seule technique que j'ai, c'est-à-dire c'est pas grand-chose. Simplement, le fait d'en être conscient et moi d'approcher la main, eh bien, ça se fait tout seul. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi déprogrammer de la mémoire cellulaire. Alors vous parlez de disques durs où les mémoires seraient enregistrées. Oui. Voilà. Alors ça a été la toute première chose que j'ai reçue en enseignement. Quand j'ai commencé ce travail, on m'a expliqué qu'on était fait comme un ordinateur. Alors le paradoxe, c'est que je ne sais pas me servir d'un ordinateur. Il faut dire que j'ai jamais essayé de le faire.
Mais par contre, je connais bien l'ordinateur humain. Ça veut dire qu'en fait, on a un disque dur comme les disques durs d'ordinateur sur lesquels sont inscrits toutes les mémoires depuis qu'on est né à l'univers. Ce qui représente évidemment des milliers et des milliers de données. Parce que il faut dire que dès qu'on pense quelque chose, qu'on fait quelque chose, qu'on dit quelque chose, ou qu'on fait quelque chose à quelqu'un d'autre, etc., tout est inscrit. Et donc, ce disque dur a la mémoire de tout ce que nous avons pu être depuis qu'on est né à l'univers. Et c'est au niveau de l'âme, ça. C'est au niveau de notre partie immortelle. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand elles viennent me voir, vont me dire « Mais pourquoi ça sort maintenant ?» Bon, ils peuvent avoir la cinquantaine ou la soixantaine. Eh bien oui, seulement il y a eu un déclencheur. Pour moi, le déclencheur, ça a été quand on m'a mis sur le lave-tête. Il y a d'autres personnes, des décllencheurs, ça peut être d'aller dans un pays, ça peut être de voir un film à la télé ou au cinéma, ou de lire un bouquin. Par exemple, le livre, il y a beaucoup de gens, bon, ça fait quelques temps qu'il est sorti maintenant, qui m'appellent en me disant, écoutez, avant de vous lire, j'avais pas de douleur, je l'ai lu et maintenant j'ai mal partout. C'est vrai que le livre peut aussi être un déclencheur. Ah oui. Et donc, quand il y a un déclencheur, ce qui est au niveau de l'âme va descendre dans le corps. Et du coup, le corps va réagir. Alors finalement, ces mémoires, ça peut correspondre au dossier akashique ? Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. On a tous nos mémoires sur les plans akashiques. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de mémoire akashique, mais donc notre disque dur, comme il est au niveau de l'âme, donc il y a une partie où ça peut être inscrit. Alors moi, je sais que je ne vais pas dans les mémoires akashiques parce que je vais dans la partie ce qu'on appelle le causal, le premier corps de l'âme, où là il y a le premier disque dur. Donc on a trois disques durs en fait. On a le premier sur le 4e corps subtil. Parce que bon, nous sommes faits un peu comme des poupées russes. Ensuite, quand on a la cinquantaine, donc il y a un autre corps qui va se mettre à vibrer. Donc il y en a un deuxième à ce moment-là. Et puis si on fait un travail sur soi pendant des années, il y en a un troisième qui lui est encore plus profond sur le 10e corps qu'on appelle le corps de lumière. Donc voilà, moi mon travail c'est de déprogrammer ça. Pour ça je dis je suis une déprogrammatrice ou une informaticienne quelque part. Et puis une femme de ménage parce que je fais le ménage des mémoires. Et puis voilà, je répare. Et donc si vous voulez, quand on vient me voir, je remets toutes ces énergies en route par la musique, puisque j'utilise des instruments et aussi des mantras. Je chante, voilà. Alors, on peut trimballer ces mémoires, entre guillemets, de douleur de plusieurs vies passées en même temps. Oh, oui. Vous savez, en fait, tout est au moment présent. Quand vous avez une douleur qui remonte, si on prend le temps, moi je sais que j'ai retrouvé des mémoires de décapitation il y a 270 000 ans. Oula. Mais ces 270 000 ans, en fait, pour moi, c'est présent. C'est là maintenant. Et c'est quand j'ai été regarder ces mémoires et que j'ai fini par les faire partir que j'ai plus eu de problème au niveau du cou. Tout s'est stabilisé. Donc c'est au moment présent qu'on a ça. Mais n'empêche que, étant donné qu'on vit dans un monde où le temps existe, eh bien ça se fait maintenant. Mais vous pouvez avoir d'autres mémoires qui ne sortiront jamais maintenant, qui pourront sortir peut-être dans 10 vies, j'en sais rien. Vous voyez, ça dépend des situations. C'est pour ça que les expérienceurs de NDE nous disent que le temps n'existe pas vraiment. Tout au moins, c'est pas la même gestion du temps que passé, présent et futur ne font qu'un. Oui, c'est ça. Oui. Moi, je l'ai expérimenté. C'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut vivre dans le moment présent et que le moment présent, évidemment, générera sur la Terre un futur. Mais tout ça, j'ai même eu un jour un monsieur qui est venu du futur. Il venait d'un monde qui était dans le futur par rapport à nous. Mais il était avec nous sur cette terre et il a fallu quand même travailler parce que c'était aussi présent. Alors que pour nous, c'est dans le futur, mais pour lui, c'était présent. C'est pour ça que tout ça s'entrechoque et on peut avoir des mémoires qui ont 10 000 ans, 20 000 ans, plus, mais elles sont présentes. Si elles sont sorties, elles sont maintenant. C'est dans la mémoire cellulaire maintenant. Alors, vous travaillez avec des ostéopathes ? Alors, j'ai pas mal d'ostéopathes qui m'envoient des clients, c'est vrai. Il y a de plus en plus de personnes qui m'envoient des clients et qui viennent me voir aussi. J'ai même des médecins qui commencent aussi à s'intéresser à ça. Et là, dernièrement, j'ai une dame qui m'a dit, oui, je viens de la part de mon médecin qui a lu votre livre. Il m'a dit, écoutez, moi, je peux rien faire, mais allez voir cette dame, elle pourra peut-être vous aider. Alors, c'est vrai que depuis quelque temps, évidemment, le bouche à oreille a bien fonctionné. Ça fait 3 ans que le livre est sorti. Et il se vend quand même bien.
par le bouche à oreille. Bon, en plus, il n'est pas très cher. Et c'est vrai que beaucoup d'ostéopathes commencent à s'intéresser à mon travail parce que beaucoup ont remarqué qu'ils vont remettre tout en place, mais ça ne tient pas. Tant qu'il y a les mémoires, ces mémoires, ça ne tient pas. C'est ce que j'ai eu, moi, pendant toutes ces années. Donc, c'est ce que je dis aux personnes quand on vient me voir. Je dis, écoutez, moi, je travaille sur la profondeur, hein, mais c'est bien de voir après moi un ostéo, un kiné, parce que le dos peut bouger, le cou peut bouger, et que voilà, tout l'arbre de vie peut bouger. En fait, vous travaillez sur l'information. Moi, j'ai fait des émissions avec Jacqueline Bousquet. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, je ne connais pas. Non, je connais peu de monde, finalement. On parlait des champs informationnels. Elle nous expliquait que tout était information. Donc, si on voulait changer quelque chose, il fallait jouer sur l'information. Donc, vous changez ou vous effacez certaines informations. Mais voilà, c'est ça. En fait, c'est quand c'est déprogrammé du disque dur et de ce que les guides appellent les disquettes, ça veut dire du mental, de l'émotionnel et de la mémoire cellulaire, eh bien, il y a plus de problème. Là, j'ai quelques personnes, de temps en temps, j'ai quand même des personnes qui m'envoient des textos pour me dire qu'elles n'ont plus rien. Bon, tout le monde ne le fait pas. Bon, c'est vrai que j'aime bien savoir quand même bien sûr. Comment ça se passe. C'est normal, ouais. Et là, j'ai eu quelques textos hier avant-hier me disant qu'ils n'avaient plus les problèmes, que tout était parti et plus de douleur. Voilà, ça peut être les genoux, ça peut être le dos, tout ça, et le cou aussi. Alors, bon, il faut dire quand même que, comme on travaille sur les énergies, c'est pas comme une prise de médicaments. Moi, j'essaie de faire en une séance, mais c'est pas toujours possible. Tout dépend de la personne et tout dépend de la capacité du corps à se remettre. Et quelquefois, tout ne part pas en une séance. Et quelquefois, il faut revenir 2 ou 3 fois. Alors, c'est vrai que je ne pousse pas à la dépense, bien sûr, mais je sais qu'il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire en une séance. Surtout quand il y a trop de douleurs ou trop de choses. Là, j'ai eu des cas avec tellement de problèmes que je me dis, en une séance, c'est impossible de tout faire. Heureusement, ces personnes-là m'ont tout de suite pris 2 ou 3 séances. Et ça commence à aller mieux. Évidemment, ça va prendre du temps. C'est pour ça que je dis toujours, il faut laisser le corps se remettre. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quelquefois, c'est 4 mois, tout dépend de l'âge aussi. Quelqu'un qui a 20 ans, ça se remet très vite. Mais quelqu'un qui a 60 ou 70 ans, il faut du temps. C'est plus la même chose au niveau des tissus, on va dire. Sylvie Nash, on marque une pause. Dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Sylvie Nash qui a écrit un livre, Ces armes qui nous ont tués, aux éditions Quintessence. Alors vous parlez également d'emprise d'âme. Oui, alors là dans le livre, je parle pas trop de ça. Hein. Non. Et, si vous voulez, l'âme est fractale. Oui. Donc il y a plusieurs niveaux d'âme. Et évidemment, la partie qui est la plus proche de nous, quelquefois, elle peut avoir des formes pensées, elle peut avoir des énergies qui ne lui appartiennent pas, etc., qui peuvent venir de l'entourage, qui peuvent venir de certains lieux, etc. Et ça, c'est encore un autre problème. Mais ça concerne plus les mémoires. Ça. D'accord. Mais à certains moments, est-ce que nous ne sommes pas influencés par des âmes désincarnées ? Ah, mais absolument. D'ailleurs, je travaille avec mon frère. Bon, la première chose qu'on fait la première chose que je fais avant de commencer à regarder s'il y a des armes ou autre chose, c'est de dépolluer la personne avec des formes pensées, avec éventuellement des désincarnés qui nous collent. Et oui, on vit dans un monde très très pollué par des êtres qui sont morts, qui n'ont pas compris et qui sont toujours là et qui peuvent, comme on dit, nous squatter. Et ça, on est confronté de plus en plus depuis quelques années à ça. Il y a des techniques pour essayer de s'en débarrasser, justement, individuellement ? En ce qui nous concerne, nous, on est musiciens, donc on utilise des instruments, entre autres le gong. Et avec le gong, aucune entité ne résiste. D'accord. Voilà. Alors après, on peut évidemment appeler les entités de lumière comme l'archange Michael, c'est son travail. Et en tous les cas, je sais que quand on part du rendez-vous, on est, comme on dit, nickel. Il n'y a plus rien. Après, on prend le métro si on est à Paris ou on va ailleurs, ça peut revenir. Mais si vous voulez, pour que
que ces énergies-là ne passent pas, elles ne restent pas dans le corps, c'est en faisant un travail sur soi, en montant ces vibrations, que ça ne passera plus. Vous savez, on attire ce que l'on émet. Donc si on émet des vibrations basses, on va attirer des vibrations basses. Si on émet des vibrations hautes, ça ne passera pas. Ça, c'est une loi absolue. On peut aussi émettre des vibrations hautes et être court-circuité par quelqu'un. Si la personne est plus haute, oui. Mais si elle est plus basse, non. Voilà, ça va rester, si vous voulez, au niveau de l'aura. Ça ne va pas rentrer dans le corps. D'accord. Parce que ça, au niveau de l'aura, plus vous avez une aura, développée, ce qui est mon cas. Oui. Moi, quand je prends le train, je sais que j'ai tous les gens dans mon aura. Et au moins le wagon. Et quelquefois, je peux sentir, mais bon, je sais me protéger aussi. Mais ça ne va pas passer dans le corps, parce que c'est ça. Il ne faut pas que ça passe dans le corps. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de gens squattés. Ouais. Et c'est pas toujours par des désincarnés, ça peut être aussi par des énergies négatives, mais ça, bon, c'est le mental de l'humanité, il est tellement négatif, ça finit par former des... Ah oui, je veux bien le croire, surtout à notre époque. Hein. Surtout à notre époque, oui. Alors vous pratiquez le yoga du son, qu'est-ce que le yoga du son, et quels sont les bienfaits de cette pratique ? Alors écoutez, moi les bienfaits, j'ai qu'à me regarder, puisque ça fait 30 ans que j'en fais, et ça fait 25 ans que je l'enseigne. En fait, j'enseigne des sons, des mantras, donc bon, tout le monde connaît plus ou moins le mantra Om, voilà, qui est en fait Aum. En fait, moi j'enseigne la langue, si on peut l'appeler comme ça, qui est à la base de toutes les langues de l'humanité. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait des sons purs. Et de ces sons purs ont découlé des langues. Et ce sont ces sons purs que j'enseigne. D'accord. Et ces sons purs nous permettent donc de nous dépolluer, de nous permettre d'évoluer, nous permettent de nous protéger. Et moi, je m'en sers aussi au niveau des rendez-vous individuels. C'est-à-dire quand j'ai terminé de nettoyer la personne avec ses armes ou autre chose, la personne s'allonge et là, j'utilise les mantras. Donc évidemment, ils sont ciblés pour le problème. Et puis des instruments comme des gongs, des bols, etc. Voilà, pour faire le ménage toujours. Alors les drogues sont nocives pour notre âme ? Oh, bah c'est sûr. Voilà. Alors justement, mais qu'est-ce que ça fait à l'âme pour les gens qui se droguent ? Écoutez, qu'est-ce qu'ils risquent ? Bon, de toute façon, l'âme est en souffrance parce que... vous savez, le but quand même que nous avons, c'est que notre âme soit dans notre corps. Oui. Ça veut dire que nous soyons entiers. Le problème, c'est que quand on est avec des substances qui sont des drogues et que dans le corps, évidemment, le corps va souffrir, l'âme, elle reste... enfin, la partie vraiment âme, ça veut dire au-delà des trois premiers corps, c'est-à-dire mental, émotionnel et physique, eh bien, elle n'aura pas envie d'aller dans un corps pollué. Bah, bien sûr. Ces personnes vont avoir des problèmes de libido, des problèmes... au niveau des corps subtils, évidemment, vont perdre des facultés psychiques, mentales et tout. Ça fait beaucoup de dégâts. Et surtout, ça fait des trous, justement, dans ces corps et dans l'aura. Et du coup, ça permet aux entités de passer. D'accord. C'est plutôt mon frère qui s'occupe des addictions. Je crois que c'est le pire qui puisse arriver à toute cette jeunesse. Bien sûr. Bien sûr. Ça aussi, on peut l'éliminer. Ah oui, absolument. On peut tout nettoyer. À condition, évidemment, que la personne soit d'accord pour arrêter. Bien sûr. Mais si elle veut arrêter et si elle veut se nettoyer, il y a des techniques pour ça, absolument. Alors, vous communiquez avec des guides et des esprits de la nature, c'est ça ? Oui. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à canaliser, ça a été quand même pour moi une grande expérience, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Bon, c'est vrai que j'avais souvent une petite voix quand j'étais plus jeune. Ma mère, d'ailleurs, disait souvent, si elle n'a pas entendu sa petite voix, c'est pas la peine de lui demander de faire telle ou telle chose. Voilà, mais enfin, moi, petite voix, pour moi, c'était mon mental, on va dire. Je pensais pas que ça pouvait être autre chose. Et quand j'ai quitté le groupe de méditation pour commencer moi-même à faire quelque chose, en fait, j'ai fait 3 mois de lit, où là, j'étais vraiment une vraie loque. J'étais vraiment une vraie loque. Bon, j'avais pas de mental, j'étais incapable même de suivre un film à la télévision. J'étais dans un état très très bizarre. C'était pas vraiment une dépression. Je me sentais pas mal, mais j'étais sans énergie. Et ça a duré 3 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était à la suite de ça que j'ai commencé à entendre des guides me parler. Ils donnaient leur nom. Donc, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des maîtres ascensionnés. Et puis, j'ai commencé à aller dans la nature. Et puis, j'ai commencé aussi à entendre des petites fées, les petits lutins. D'ailleurs, j'ai fait 3 comptines pour enfants qui me donnaient aussi des messages. Alors, tout en vert, en fait, très léger.
Et je me suis rendu compte finalement que je pouvais canaliser donc des esprits de la nature jusqu'aux êtres très élevés du plan de l'esprit pur. Enfin bon, je suppose aussi que c'est mon travail sur moi avec le son qui m'a permis de pouvoir faire ça. Oui. On a l'impression que de plus en plus, les gens retrouvent certaines facultés qu'ils ont perdues. Absolument, mais on les a tous, ces facultés. Oui. On les a tous eus. Malheureusement, donc, au cours de toutes nos vies, on les a peut-être perdus sur le chemin. Hein. On s'est un peu perdu au niveau de l'âme. On a un peu chuté, on va dire, hein, mais tout le monde a la faculté d'avoir de l'énergie, de passer du magnétisme et éventuellement d'entendre. Alors évidemment, la clairaudience, ça dépendra aussi d'où elle vient, parce que nous, on a des corps subtils, mais la Terre aussi. Et du coup, on est relié par rapport à nos corps subtils au même corps de la Terre. Donc vous aurez des personnes qui vont plutôt canaliser des personnes décédées ou d'autres énergies pas très très sympas. Voilà, mais ça sera plutôt ce plan-là. D'autres, ça sera plus mental, et puis d'autres, ça sera plus lumière. Voilà. Tout dépend du niveau de nettoyage et de conscience de la personne. Chacun peut canaliser à des niveaux différents. Et ça, je m'en suis bien rendu compte toutes ces années. Parce que je reçois aussi beaucoup de gens qui ont des facultés. Hein. Et c'est comme ça que je peux voir où ils en sont, à quel niveau de perception, etc. Mais tout le monde a ses facultés. Il suffit de les faire apparaître et déjà d'y croire. Parce que pour pas faire barrage. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Hein. Ça dépend évidemment de l'évolution de la personne. Nous avons reçu ici une personne qui disait qu'elle se nourrissait de lumière. J'ai cru comprendre aussi que vous connaissiez des gens qui avaient cette faculté de se nourrir de la lumière. Ah oui, de se nourrir de lumière, oui, mais moi c'est comme ça que je pratique. Hein. Parce que quand je chante les mantras et que la personne est devant moi, je lui envoie justement la lumière que je reçois. Oui, absolument. On peut aussi s'en nourrir. D'ailleurs, en ce qui me concerne, plus ça va, moins je mange de choses denses. Parce que je reçois tellement de lumière toute la journée avec toutes les personnes que je reçois que mon corps n'a pas besoin de manger autant qu'avant. Donc j'ai déjà diminué, j'ai plus que mon petit déjeuner et mon déjeuner. Et même maintenant, je me rends compte que plus ça va, moins je mange. Parce que mon corps peut très bien se nourrir que de lumière. Oui. Parce qu'en fait, on inspire le prana, qui est la partie subtile de l'air. Il y a beaucoup de personnes qui sont végétariens maintenant et qui mangent une fois et demie à peu près par jour. Ça se développe, de plus en plus. Moi, je suis végétarienne depuis presque 35 ans. Ah oui, quand même, C'est venu d'un seul coup d'ailleurs. C'est mon corps qui ne voulait plus de viande. Passé par l'odeur, après ça a été le poisson, et puis après ça a été les œufs. Voilà. Vous avez vécu des expériences sorties de corps ou des choses comme ça? Écoutez, c'est très bizarre parce que quand j'étais très jeune, je le faisais lors de mes nuits, ça veut dire pendant mes rêves. Ça veut dire que j'étais tout à fait consciente que je sortais de mon corps, que j'allais ici, que j'allais là, que quelquefois j'étais témoin d'événements dont j'entendais parler le lendemain matin à la radio quand je me réveillais. Alors ça évidemment, mais bon, j'avais 20 ans, 25 ans, et d'ailleurs j'avais consulté quelqu'un pour savoir si j'étais normale ou pas, parce que je volais toutes mes nuits, j'allais, comme on dit, dans l'astral, etc. Et donc je vivais des expériences, quelquefois on me poursuivait, quelquefois c'était plus sympa, mais ça c'était quand j'étais assez jeune. Et paradoxalement, quand j'ai commencé la méditation et le travail sur moi, ça s'est un peu arrêté, mais bon, paraît-il qu'en vieillissant on est un peu plus lourd, alors je ne sais pas, mais maintenant je ne me souviens plus de mes rêves, donc je ne sais pas, je dois aller sur des plans où je ne ramène pas, mais consciemment non, ça m'est jamais arrivé. Et d'ailleurs, je me dis que les personnes qui le font, elles ont de la chance. Et moi, ça, non. Pas en veille, si vous voulez. Mais, par contre, en méditation, je peux aller, mais alors là, c'est plutôt, si vous voulez, par le mental ou par d'autres corps. Des visions de là où je suis. Mais je suis tout à fait présente dans mon corps. J'ai pas l'impression de me dédoubler, si vous voulez. Oui, je comprends bien. Voilà. Par contre, oui, les plus grosses expériences que j'ai eues, c'est quand j'ai fait des régressions, où je suis allée voir dans mes vies antérieures un peu ce qui s'est passé. Et là, j'ai vraiment eu des expériences extraordinaires. D'ailleurs, dans le livre, je raconte une vie où je me suis vue chanteuse d'opéra et j'ai retrouvé tout ce que j'ai vu dans mes régressions. J'ai retrouvé les documents à la bibliothèque de l'Opéra de Paris. Donc là, ça m'a énormément marqué, ça. D'un seul coup, j'avais une preuve.
finalement, je vais vous poser la même question que j'avais posée à Mark O'Byrne. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Mark O'Byrne a retrouvé 13 de ses vies antérieures, notamment une qui l'a vraiment marqué. Et il s'en souvient comme il a été faire ses courses hier, donc au supermarché. Donc quand on les retrouve, on s'en souvient très très bien. Voilà, on se rappelle qui on était, on se rappelle, voilà, au même titre qu'on se rappelle ce qu'on a fait il y a un mois ici. Voilà, c'est ça. Et encore, quelquefois, on s'en rappelle pas. C'est pour ça d'ailleurs que je m'amuse à dire à des personnes qui me disent mais comment on sait que c'est juste ou c'est vrai, parce qu'on s'en souvient pas. Et alors, en ce moment-là, moi, je dis, est-ce que vous vous souvenez du Noël ou de ce que vous avez fait en 1980, etc., etc. On s'en souvient pas non plus, forcément. Donc, pour moi, c'est pas un critère. Mais par contre, les choses qui nous ont marqués, c'est ça, on va s'en souvenir. Oui. Moi, j'ai retrouvé beaucoup de mes vies en méditation ou en régression. Après, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de faire des régressions avec quelqu'un, je pouvais le faire toute seule. Mais c'est pas nécessaire pour tout le monde d'aller retrouver ses vies, parce que quelquefois on a fait des choses qui sont pas très sympas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a les retours, comme on dit, karmiques, avec le mal-être et les douleurs et les souffrances de ce qu'on a dans le corps et qu'il faut retirer. En fait, moi, mon travail, c'est de nettoyer les karmas de nos fautes passées. Parce que ce qu'on a fait à d'autres, par la loi d'équilibre, on va dire, bien on nous le fera. Et c'est ça qu'il faut retirer. Oui, bien sûr. Est-ce que vous donnez des conférences ? Oui, j'en donne. Où on me demande de venir, j'en donne depuis une quinzaine d'années. Et comment réagissent les gens à la conférence ? Écoutez, ils réagissent tellement, c'est que je suis prise d'assaut à la fin de la conférence pour me demander un rendez-vous. En effet. Donc là, j'en ai fait dernièrement à Toulouse, j'en ai fait à La Rochelle, j'en ai fait là, je vais aller sur Bordeaux, je vais aller à Romans, je sais qu'il y en aura une. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah oui, je vais aller à Beau Soleil là au mois de septembre. À Monaco, je sais que là il va y en avoir une aussi. À Saint-Étienne dernièrement j'y suis allée. Enfin partout où je vais, quand on m'invite, on me demande si je peux donner une conférence. J'accepte. J'en ai fait aussi sur Paris, etc. Ça fait très longtemps. J'en ai fait sur Lorient, j'en ai fait sur Nantes, j'en ai fait sur Rennes. Mais là, j'y vais régulièrement parce que j'ai des élèves dans ces villes-là et je donne des cours déjà depuis pas mal de temps avec les sons. Et donc, je donne aussi des conférences. Alors bon, c'est vrai que je parle du livre, mais je parle aussi des causes du mal-être. Et je demande toujours d'ailleurs quelles sont les personnes qui ne croient pas du tout à tout ça. Il y en a toujours un petit peu. Et les personnes qui y croient mais ne s'en occupent pas dans leur vie. Donc là, c'est la grosse majorité. Et les personnes qui y croient mais qui en tiennent compte dans leur vie. Et là, c'est aussi une petite minorité. Je repose la question à la fin de la conférence. Et souvent, des personnes qui me disent, avec tout ce que vous nous avez dit, c'est difficile de ne pas y croire. Mais je pense que c'est pas une question de croyance. Ah non. C'est ce que disait Mark O'Byrne, et on n'est pas là pour croire, on est là pour constater. Voilà, c'est ça. C'est une loi divine, juste. Et voilà, il faut, à un moment donné, bien, on finira par l'accepter. Là, je rentre de Nantes. J'ai eu la semaine dernière un monsieur qui était venu me voir à ma conférence à côté de La Rochelle. Et justement, il faisait partie des personnes qui n'y croyaient pas. Alors, je lui dis, mais vous êtes devant moi, qu'est-ce qui vous fait venir ? Alors, il me dit, écoutez, je vous ai écouté, je ne sais toujours pas si j'y crois ou pas. Mais je vais tellement mal que je me dis, il faut que je vienne une fois. Alors voilà. Mais bon, alors peut-être que ce que j'aurais fait va peut-être faire en sorte de le faire changer d'idée sur tout ça. Parce que moi, je dis toujours, plus vite on met ça dans sa vie, et mieux on vit. C'est ça aussi. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Écoutez, moi, le seul message que j'ai à donner et que je donne toujours, nous sommes sur Terre pour manifester de la compassion, manifester de l'amour aux autres, de l'altruisme, en fait les qualités divines, et que pour y arriver, il faut avoir compris toutes ces lois de l'univers, entre autres cette loi du karma, c'est la loi d'action-réaction, de ce qui se passe en nous, et ce que nous avons vécu ou ce que nous avons fait vivre aux autres, eh bien d'autres nous le font vivre, et que quand on comprend tout ça, à un moment donné, eh bien on change évidemment de façon d'être, de façon de penser, de façon de se comporter sur la terre, et que le grand but de tout ça, c'est évidemment d'ouvrir le cœur et d'être en lien avec les autres, parce qu'en fait, on est tous partis de la même matrice, on va dire. Bien sûr. On est tous partis de l'aura universelle, et que notre âme, c'est la même pour tout le monde. Donc en fait, quand je fais du mal à l'un, je m'en fais aussi. Voilà. C'est ça surtout qu'il faut comprendre. Et plus vite on aura compris ces grandes lois cosmiques, mieux on sera dans sa tête, dans son corps, et finalement tout le temps en forme. Alors on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site ?
Alors, je n'ai pas de site parce que je ne sais pas le faire. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très compliqué parce que on ne peut pas vraiment décrire. Par contre, j'ai un mail. Oui. Et puis, on peut me retrouver sur les vidéos sur le web puisque j'ai fait 4 ou 5 vidéos où je parle de tout ça. Donc, il y a les étoiles du cœur et puis il y a la télé de Lilou. Et vous avez également une page Facebook, non? Pas du tout. Je vais vous dire, je fuis tout ça. Oui, vous avez raison. Ça peut être utile, mais à petite dose et à bon escient. Moi, franchement, ça m'a jamais attiré. Et bon, c'est vrai, je reconnais que Internet, il y a des choses qui sont intéressantes, mais je trouve que je ne sais pas si c'est le plus vaut le moins. Enfin, je sais pas trop. Mais je suis pas du tout attirée par toutes ces choses-là. Parce que, si vous voulez, le problème dans maintenant de cette civilisation, c'est que tout le monde est habitué à avoir tout de suite. Oui. On appuie sur un bouton, on a tout de suite. Il y a une seule chose où on ne peut pas avoir tout de suite, c'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Le corps a sa vitesse, l'âme a sa vitesse, les mémoires ont leur vitesse. Quelquefois, ça prend des années. C'est pour ça d'ailleurs que quelquefois, j'ai des personnes qui viennent me voir. Donc, moi j'explique qu'on ne peut pas toujours tout faire en une fois. Et me rappelle en me disant, écoutez, ça va pas mieux, j'annule le 2e rendez-vous. Bon, alors, moi ça me fait de la peine parce que je sais que c'est peut-être au 2e rendez-vous que ça va marcher. La chose. Mais les gens sont tellement habitués à ce que une fois, une prise de médicament, un truc, et ça y est, c'est terminé, qu'ils ne se rendent pas compte qu'au niveau énergétique, parce que nous travaillons sur des énergies, ça c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on est dans un monde à 2 vitesses. C'est vrai, tout à fait. Les gens veulent tout de suite. Tout de suite. C'est vrai. Or ça, c'est vraiment la seule chose où c'est absolument impossible. Il m'arrive quelquefois que des personnes arrivent complètement courbées. J'ai eu l'exemple il y a quelque temps, un monsieur qui pouvait même pas se baisser pour enlever ses chaussures. Enfin, il a fallu que je l'aide pour s'asseoir. Ça, c'était terrible. Il est reparti, il était droit et ça s'est terminé au bout de 15 jours. Il n'a plus rien. Il m'avait pris un 2e rendez-vous qu'il a annulé parce qu'il n'avait plus rien. Ça peut arriver, mais bon, c'est quand même assez rare. La plupart du temps, il y a souvent des gens qui me disent, vous savez, madame, ça fait 30 ans que je souffre, je peux encore attendre quelques mois parce que j'ai pas beaucoup de disponibilité maintenant. Mais bon, on finit toujours par y arriver. Il faut avoir aussi de la discipline, de la patience, de la volonté. Si tout de suite on baisse les bras, moi si j'avais été comme ça, je me serais jamais guérie de mes problèmes de cou. Mais j'ai continué, j'ai dit jusqu'au bout, je ferai tout. Je veux terminer cette vie sans avoir plus de migraines, de vomissements et de choses comme ça. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Tout à fait. Ces armes qui nous ont tués aux éditions Quintessence. Sylvie Nash, merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans la clé du mystère. Bon courage pour la suite et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.